Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. Il y a des moments où le fonctionnement habituel des institutions change de manière perceptible, non pas en raison du résultat immédiat, mais en raison du registre officiel qui reste. Lors de certaines sessions du Congrès, la procédure elle-même en dit plus long sur le système que la décision prise à la fin. Le 14 décembre 2025, lors d'une session ordinaire à la Chambre des représentants des États-Unis, le député démocrate Al Green, du Texas, a interrompu le rythme habituel des travaux législatifs pour présenter, devant les parlementaires et les caméras en direct, une nouvelle résolution demandant la destitution du président Donald Trump. Ce qui devait être une simple après-midi de travaux parlementaires s'est transformé, en quelques minutes, en un moment de forte tension institutionnelle. Green, qui siège à la Chambre depuis 2005, avait déjà été protagoniste d'épisodes similaires dans le passé. Mais cette fois-ci, son geste a pris une nouvelle dimension. Son discours a non seulement résumé une série d'accusations accumulées tout au long du troisième mandat présidentiel de Trump, mais il a également articulé ces accusations dans un contexte juridique et politique plus large, marqué par des enquêtes fédérales en cours, des délibérations sensibles sur la sécurité nationale et un environnement électoral en pleine polarisation. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au résultat immédiat du vote. Même si la proposition a été rejetée par une manœuvre procédurale menée par la majorité républicaine, l'adhésion de 140 démocrates à l'avancement de la résolution a officialisé une inscription significative dans le journal officiel du Congrès, conférant une densité historique et institutionnelle à un acte qui, dans des circonstances normales, aurait été écarté comme de la rhétorique parlementaire. La proposition de Green, enregistrée sous le numéro H. 537, reprenait des accusations qui avaient été mentionnées de manière fragmentaire au cours des dernières semaines, mais qui, pour la première fois, ont été condensées dans un document législatif susceptible d'engager directement la responsabilité du chef de l'exécutif. Parmi les éléments cités dans le discours figurent les attaques militaires non autorisées contre l'Iran, menées sans consultation du Congrès, en violation possible de la Constitution et du War Powers Act. Les publications répétées du président sur sa plateforme sociale, interprétées par les parlementaires comme une incitation à la violence contre les opposants politiques, le refus de divulguer les dossiers liés à l'affaire Epstein, malgré les obligations légales préalablement assumées, et une série de défaites judiciaires qui indiqueraient, selon Green, une attitude répétée de non-respect de la légalité institutionnelle. Bien que le contenu de la résolution ait été jugé controversé par les parlementaires de la base gouvernementale, la forme de la déclaration et son impact immédiat dans les couloirs du Congrès indiquent que ce geste n'était pas isolé. Au contraire, il s'inscrit dans une série de manifestations et de prises de position qui prennent de l'ampleur au sein de l'aile démocrate et qui indiquent un changement stratégique plus large. L'utilisation systématique de la procédure de destitution, non seulement comme outil de sanction, mais aussi comme instrument d'enregistrement politique et juridique pour de futures interprétations historiques et éventuellement juridiques. La singularité de cet épisode réside également dans la nature du moment politique où il s'est produit. Dans les heures qui ont précédé le discours de Green, le président Trump était confronté à une augmentation notable de la pression institutionnelle. L'un de ses plus grands donateurs de campagne, jusqu'alors suffisamment proche pour avoir été invité à la Maison-Blanche par le président lui-même, avait publiquement déclaré sa rupture avec l'administration actuelle et avait commencé à défendre non seulement la destitution, mais aussi le remplacement immédiat de Trump par son vice-président, J.D. Vance. Plus qu'une dissidence ponctuelle, cette rupture représente l'effondrement d'une alliance stratégique au cœur du pouvoir exécutif. Le même homme d'affaires, largement identifié dans les cercles politiques comme Elon Musk, a également laissé entendre la possibilité de fonder un nouveau parti politique, modifiant ainsi la logique des coalitions qui soutiennent la base gouvernementale depuis le début du troisième mandat de Trump. Le président, quant à lui, a répondu en déclarant que Musk serait hors de contrôle depuis le retrait des subventions destinées à l'industrie des véhicules électriques, mesure qui a supprimé le mandat UV du budget récemment approuvé. Toujours selon Trump, le mécontentement de Musk se serait intensifié
avec la perte d'incitation qui générait des milliards de dollars de financement fédéral. L'imbrication de ces faits avec le discours d'Al Green a créé un effet de réverbération institutionnelle peu commun. Ce qui semblait au départ être un conflit ponctuel entre l'exécutif et un secteur du monde des affaires est devenu, en quelques heures, un élément d'un scénario plus large, impliquant les trois pouvoirs de la République. La déclaration de Green en séance plénière a été accueillie avec enthousiasme par le groupe démocrate qui a ovationné le député debout, tandis que les républicains ont immédiatement entamé la procédure pour enterrer le processus sans débat sur le fond. La manœuvre a été couronnée de succès d'un point de vue procédural, mais n'a pas empêché le geste symbolique de trouver un écho dans les commissions internes et dans la presse spécialisée. Le vote nominal qui a accompagné la tentative de tabulation a enregistré le soutien de 140 parlementaires démocrates à la recevabilité de la demande de destitution. Il ne s'agissait donc pas d'une manifestation isolée d'un homme politique connu pour son activisme. L'adhésion de la majorité du groupe parlementaire du parti à cette mesure transforme cet épisode en un événement politique marquant, susceptible d'avoir des répercussions sur les élections de mi-mandat, tout en créant un précédent de mobilisation législative en réponse aux agissements répétés de la présidence de la République. Ce type de position, lorsqu'il est formalisé dans un procès-verbal législatif, revêt un caractère qui transcende le débat quotidien. Il crée une trace documentaire, publique et vérifiable, susceptible d'étayer tant les initiatives législatives futures que les interprétations juridiques. Le député Al Green, qui avait déjà présenté des résolutions similaires dans d'autres législatures, semble avoir affiné sa stratégie. Au lieu d'attendre un contexte pleinement favorable au succès de la procédure, il a choisi de forcer l'institution à se positionner successivement, accumulant des enregistrements qui pourraient, à l'avenir, être revisités comme base pour d'autres actions. Son discours, bien qu'incisif, n'a pas fait appel à des attaques personnelles, mais s'est concentré sur la caractérisation d'une série de comportements présidentiels comme des violations des devoirs constitutionnels de la fonction. En associant les faits récents à la thèse selon laquelle le président menacerait de manière répétée l'intégrité démocratique du pays, Green a réintroduit dans le débat législatif le principe selon lequel la destitution ne doit pas seulement être un instrument de résolution immédiate, mais peut également fonctionner comme une expression institutionnelle de rejet de comportements qui, même s'ils ne conduisent pas à la destitution, exigent une réponse formelle du Parlement. Si vous suivez de près la politique américaine et appréciez les analyses contextuelles, cohérentes et sobres, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous pour suivre les prochains développements avec clarté et responsabilité. C'est dans ce contexte que le discours d'Al Green prend une dimension plus large et plus complexe. En reprenant les accusations déjà contenues dans la résolution 353 qu'il avait présentée en avril, le député a renforcé une ligne d'argumentation qu'il développe depuis des années, celle selon laquelle le président actuel agit de manière systématique pour affaiblir les freins et contrepoids du système constitutionnel américain. Contrairement aux précédentes tentatives de destitution, qui reposaient sur des épisodes ponctuels, comme l'affaire ukrainienne ou l'incitation à l'attaque du 6 janvier, cette nouvelle offensive ne s'appuie pas sur un seul fait, mais sur l'accumulation documentée de comportements qui, selon Green, dessinent un schéma incompatible avec les devoirs de la fonction. L'inclusion des actions militaires en Iran sans autorisation du Congrès apporte un fondement juridique à la proposition, en la reliant directement aux prérogatives du pouvoir législatif sur l'usage de la force armée, établie à la fois par la Constitution et par la loi sur les pouvoirs de guerre. Par ailleurs, l'utilisation répétée de Truth Social pour publier des messages que les parlementaires interprètent comme des menaces contre leurs collègues du Congrès et leurs adversaires politiques renforce l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'une divergence politique, mais d'un processus de désinstitutionnalisation de la présidence. À partir de là, les ramifications juridiques et politiques deviennent plus claires. Le refus de l'administration de divulguer les dossiers liés à l'affaire Epstein, même face à une obligation légale établie par une norme sanctionnée par le président lui-même, introduit un élément de tension entre le pouvoir exécutif et le ministère de la Justice et soulève des questions sur la sélectivité dans l'application de la loi. Pour Green, ce type de comportement compromet non seulement la crédibilité des institutions, mais légitime également des pratiques d'obstruction et de favoritisme qui sapent la confiance du public. Dans un contexte qui comprend également des décisions judiciaires défavorables, des soupçons de manipulation de données, la coopération d'anciens membres du gouvernement avec les enquêtes fédérales et les déclarations publiques du président lui-même
disqualifiant les magistrats et les procureurs, l'accumulation d'épisodes prend une nouvelle signification. Il ne s'agit plus d'une succession de scandales, mais aux yeux des partisans de la résolution, de la preuve d'un processus intentionnel de subversion des contrôles institutionnels. La convergence entre la position législative, les avis des juristes critiques et les mouvements des acteurs du système judiciaire compose un réseau de responsabilisation qui, même s'il n'a pas d'effet immédiat, consolide un discours d'illégalité systémique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi 140 démocrates ont décidé de voter en faveur de la poursuite de la procédure de destitution, même en sachant que la majorité républicaine s'organiserait pour la bloquer. Ce geste a été interprété comme un effort conscient de construction d'un héritage documentaire, visant non seulement les développements à court terme, mais aussi les archives qui serviront de base à de futurs litiges juridiques et historiques. En apposant publiquement leur nom à une demande de destitution, ces parlementaires ont pris le risque d'être confrontés à des questions électorales dans leur circonscription, en particulier celles qui se trouvent dans des zones compétitives. Ils ont néanmoins choisi d'enregistrer leur position, signalant que le maintien des règles constitutionnelles est, pour ce groupe, une priorité supérieure au calcul partisan. Ce point est essentiel pour comprendre le changement de position au sein du Parti démocrate. Contrairement aux premières initiatives d'Al Green en 2017 et 2018, qui ont rencontré une résistance même de la part de dirigeants tels que Nancy Pelosi, la tentative actuelle a été suivie par un nombre important de collègues, y compris des noms de différents courants internes et de profils idéologiques variés. Cela indique une maturation institutionnelle de la stratégie de responsabilisation, qui cesse d'être marginale pour devenir un outil délibéré de contrôle de l'exécutif. Cette adhésion croissante s'appuie également sur l'évolution de l'environnement juridique. La récente audition de l'ancien procureur spécial Jack Smith au Congrès a introduit un nouveau paramètre d'évaluation de la conduite du président. Smith, connu pour son action devant les tribunaux internationaux, a présenté, selon les rapports disponibles, des éléments qui soutiendraient, selon les critères juridiques conventionnels, l'existence d'un complot criminel visant à subvertir le résultat de l'élection de 2020. Son discours, intégré à celui de Green, transfère le débat du plan politique au plan technique, offrant aux parlementaires une base probatoire plus solide et moins sujette à des interprétations partisanes. Il s'agit donc d'un moment où la politique institutionnelle et la jurisprudence s'entremêlent de manière particulièrement dense. La coordination entre le travail de Smith et l'action parlementaire de Green révèle une coordination informelle entre différents fronts de responsabilisation, ce qui élargit la portée de la résolution et renforce sa légitimité auprès des segments les plus sceptiques de l'électorat. Il n'est pas non plus sans importance que ce mouvement intervienne à la veille de la date limite pour la divulgation des archives de l'affaire Epstein, dont la pertinence institutionnelle transcende le sensationnalisme médiatique. Le fait que la présidence ait signé la loi imposant la divulgation de ces documents, tout en tentant de les bloquer ou de les retarder, remet en question l'engagement de l'exécutif envers les principes de transparence et de procédure régulière. Si le ministère de la Justice ne respecte pas la norme, cet épisode pourrait être intégré au nouveau paquet d'articles de mise en accusation que Green a annoncé pour la fin décembre. On s'attend à ce que ces nouveaux éléments soient encore plus détaillés, intégrant non seulement le contenu du discours de décembre, mais aussi les développements des enquêtes externes, les nouvelles déclarations officielles et les éventuelles révélations provenant du matériel confidentiel. Le résultat immédiat pourrait à nouveau être un classement sans suite, mais la stratégie semble être autre, forcer les parlementaires, pas plus de rond, à prendre position publiquement à plusieurs reprises, augmenter la pression sur la base républicaine et construire une trace législative qui pourra être reprise par les futurs congrès ou tribunaux. Dans ce scénario, la figure d'Al Green prend une nouvelle importance. Au cours des dernières années, son insistance à maintenir vivante la discussion sur les limites de l'autorité présidentielle est passée d'une excentricité législative à un point de référence pour une partie de l'opposition institutionnelle. L'évolution du discours, de la rhétorique à la formulation juridique, ajoutée à l'adhésion interne progressive, a transformé son action en un vecteur de mobilisation pour un groupe parlementaire qui, jusqu'à récemment, évitait de s'engager dans des batailles politiques épuisantes sans perspective de victoire. Aujourd'hui, le calcul semble avoir changé. Le coût de l'inaction, ou de l'apparence de complaisance, face à la multiplicité des dénonciations documentées, a dépassé le coût d'un nouveau processus de responsabilisation, même sans espoir de succès immédiat. Ce tournant peut être décisif pour comprendre les mouvements qui précèdent
les élections législatives de mi-mandat. La tentative de destitution s'inscrit ainsi dans une stratégie plus large de repositionnement institutionnel, dont la logique ne repose pas seulement sur la lutte pour le pouvoir, mais aussi sur la tentative de réaffirmer, par voie législative, les limites constitutionnelles de la présidence. Si ce type d'analyse vous semble pertinent, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque fait est interprété sur une base institutionnelle et dans un souci de clarté. Les interprétations qui émergent du récent mouvement d'Al Green au Congrès des États-Unis d'Amérique vont au-delà de l'évaluation des comportements attribués au président de la République. Le cœur du débat se déplace vers un domaine plus structurel, où l'accent est mis sur les limites de la capacité du pouvoir législatif à s'opposer à un pouvoir exécutif qui, à plusieurs reprises, est accusé de contourner les règles, d'ignorer les mécanismes de responsabilisation et de perturber l'équilibre entre les pouvoirs constitutionnels. Pour une partie importante de l'opposition, l'initiative de Green symbolise un effort légitime de défense institutionnelle, un geste qui vise à préserver les fondements démocratiques face à un comportement présidentiel de plus en plus contesté. Pour les défenseurs du gouvernement, cependant, il s'agit d'une nouvelle tentative infructueuse d'affaiblir le leadership d'un président qui conserve un soutien constant dans des territoires électoraux stratégiques. La divergence d'interprétation n'est pas nouvelle, mais elle prend une nouvelle dimension face à la convergence de plusieurs facteurs, parmi lesquels l'accumulation de plaintes, la présence active de personnalités telles que Jack Smith dans le débat public, et la fragmentation de la coalition, qui, jusqu'alors, apportait un soutien inconditionnel au chef de l'exécutif. Les juristes estiment que la proposition actuelle d'Al Green introduit un nouveau niveau de technicité, avec des arguments qui s'appuient moins sur des motivations partisanes que sur des fondements juridiques détaillés. Cette maturation est perçue comme une tentative de dépolitiser l'instrument de la destitution et de le revaloriser en tant que mécanisme légitime de contrôle institutionnel. Cependant, d'autres analystes estiment que, dans un environnement législatif où la majorité reste réticente à tout avancer dans le processus, la répétition de résolutions sans effet pratique immédiat peut contribuer à banaliser l'institution et à réduire son pouvoir symbolique. Cette préoccupation ne concerne pas seulement le bien fondé de la plainte actuelle, mais aussi le risque d'un affaiblissement progressif du mécanisme s'il devient un instrument purement symbolique. Dans ce scénario, le défi consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de réagir politiquement face à des abus potentiels et la préservation de la crédibilité des procédures parlementaires. Une partie du débat porte également sur la légitimité de continuer à insister sur des initiatives qui, même si elles sont vouées à l'échec à court terme, produisent des traces formelles de résistance. Le fait que 140 parlementaires aient voté en faveur de l'admissibilité de la proposition est considéré par certains comme un jalon important dans l'histoire récente du pouvoir législatif, en particulier en ce qui concerne la réorganisation interne du groupe démocrate. D'autre part, la décision de la direction républicaine de classer la proposition sans discussion approfondie a été interprétée comme une tentative délibérée d'éviter l'usure publique qui pourrait résulter d'un débat plus long, surtout face à la possibilité que des dissensions internes apparaissent. Il n'y a pas encore de consensus sur laquelle de ces stratégies, confrontation ou contention, sera la plus efficace à moyen terme, mais on peut affirmer que l'action de Green ne s'arrête pas à ce revers initial. Le député a déjà annoncé son intention de présenter de nouveaux chefs d'accusation d'ici la fin décembre, en y incorporant des éléments actualisés tels que le rôle du ministère de la Justice dans l'affaire Epstein et des documents encore protégés par le secret judiciaire. Cette perspective révèle un projet plus large, qui ne se limite pas à l'espoir immédiat d'un succès législatif. Les analystes politiques soutiennent que Green agit selon une stratégie à long terme, visant à construire un historique formel qui pourra être mobilisé ultérieurement, tant dans le domaine judiciaire que dans les futurs cycles législatifs. Cette approche n'est pas inédite, et s'inscrit dans la continuité des actions précédentes du parlementaire lui-même, qui, depuis 2017, a présenté des résolutions de destitution, même lorsque le rapport de force était clairement défavorable, loin d'être interprété comme une inefficacité. Ces actions répétées sont désormais considérées comme la construction d'un mémorial politico-institutionnel qui pourrait prendre une autre dimension à mesure que le contexte évolue. Une deuxième interprétation possible est que ces initiatives exercent une pression indirecte sur la base du gouvernement, forçant les parlementaires à prendre position sur des comportements spécifiques qui, dans le débat public, sont associés à la violation de normes fondamentales. Chaque nouveau vote représente donc un moment d'exposition,
obligeant les membres du Congrès à s'expliquer devant leurs électeurs, en particulier dans les circonscriptions où la polarisation est moindre, et où le comportement de l'exécutif commence à susciter la méfiance. Un autre facteur qui élargit la portée de l'initiative de Greene est le chevauchement entre les processus législatifs et les développements dans le domaine judiciaire. La récente déclaration de Jack Smith, ancien procureur respecté dans le système juridique américain et dans les tribunaux internationaux, a introduit un élément nouveau, en affirmant qu'il existe des preuves suffisantes pour tenir le président pénalement responsable de la tentative de subversion du résultat des élections de 2020. Il s'agit d'une déclaration qui a un poids institutionnel, qui s'écarte de la rhétorique habituelle des affrontements politiques et qui laisse entrevoir une possible convergence entre des sphères jusqu'alors traitées séparément. On ne sait pas encore si cet élément sera directement intégré aux nouveaux articles de mise en accusation. Mais la mention faite par Greene dans sa déclaration suggère une intention claire d'intégrer les discours juridiques et politiques autour d'un récit cohérent de responsabilisation. Le succès de cette opération symbolique dépendra, entre autres facteurs, de la réceptivité des secteurs modérés et de la capacité de l'opposition à maintenir la cohérence de son argumentation au fil du temps. La réponse de l'exécutif a été agressive, mais elle ne cache pas une certaine appréhension. Le président Donald Trump a intensifié ses déclarations publiques, qualifiant cette initiative de nouvelle tentative désespérée de la part d'adversaires sans voix. Il a utilisé sa plateforme numérique pour attaquer nommément les parlementaires impliqués, réaffirmer sa version des faits et appeler sa base à rejeter ce qu'il a qualifié de farce institutionnelle. Le volume et le contenu des publications indiquent toutefois qu'il s'agit d'une tentative de déplacer le centre du débat en privilégiant les discours sur la persécution politique et la crise institutionnelle au détriment du contenu spécifique des accusations. Ce type de réponse a été analysé comme une stratégie d'anticipation. En discréditant le processus avant qu'il ne prenne de l'ampleur, l'exécutif tente d'en contenir la propagation en dehors des bulles déjà convaincues. Mais le succès de cette tactique est incertain. Alors qu'une partie de l'électorat reste fidèle au discours de confrontation, les secteurs plus sensibles à l'usure institutionnelle pourraient bien commencer à s'éloigner face à la répétition de comportements qui compromettent la stabilité du système. Dans ce contexte, l'offensive menée par Greene doit être comprise non seulement pour le résultat concret qu'elle peut générer à court terme, mais aussi pour son impact cumulatif dans le domaine institutionnel. Chaque vote enregistré, chaque discours officiel et chaque tentative de formalisation contribuent à la constitution d'un corpus qui pourrait s'avérer déterminant à l'avenir. Même si aucune des résolutions ne aboutit immédiatement, l'enregistrement public de la dissidence et de la tentative de responsabilisation forme une couche documentaire qui pourra être reprise par les futures générations de législateurs, d'historiens et d'opérateurs du droit. Les prochains développements doivent être suivis avec attention, en particulier en ce qui concerne la présentation des nouveaux articles annoncés pour les jours précédant la pause parlementaire. Si elles apportent des preuves supplémentaires sur l'affaire Epstein ou d'autres sujets très sensibles, il est possible qu'il y ait une nouvelle vague de tensions politico-institutionnelles. Parallèlement, la position du ministère de la Justice concernant le délai de divulgation des documents classifiés sera observée comme un indicateur de la volonté ou de la résistance du gouvernement fédéral à se conformer aux dispositions légales dans un contexte de forte pression. Même si les conséquences pratiques restent imprévisibles, on peut affirmer que le fait qu'un tiers de la Chambre des représentants ait manifesté publiquement son soutien à l'admissibilité de la proposition constitue un tournant important, qui modifie le climat politique au Capitole. À partir de là, les prochaines semaines devront être analysées sous 3 angles fondamentaux. L'avancement, ou non, des nouveaux articles promis par Greene, la décision finale du ministère de la Justice concernant les archives confidentielles, et la réponse populaire, visible dans les sondages d'opinion et les mouvements électoraux dans les États considérés comme décisifs. Tous ces éléments sont en suspens et dépendent d'une série de variables institutionnelles, politiques et sociales. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que l'action d'Al Greene transcende le calcul immédiat et s'inscrit dans un débat plus profond sur les contours du pouvoir présidentiel et sur le devoir de surveillance institutionnelle en période de crise démocratique. Ce débat, qui n'a pas encore trouvé de résolution claire, continuera de résonner dans de multiples sphères, de l'hémicycle du Congrès à l'imaginaire collectif de la nation.